bien. Tout d'abord, je voulais te remercier de me donner l'opportunité de parler à tous les barons de la communauté. Je t'en prie. Pour ce qui est de mon parcours, j'ai un bac littéraire. Voilà, j'étais un petit peu paumé en fait quand j'étais au lycée. Mon parcours scolaire a été un petit peu chaotique, mais j'ai réussi à décrocher mon bac littéraire. Ensuite, je suis allé travailler directement. Donc j'ai commencé par la restauration et à l'issue de ça, tu sais, j'ai découvert le métier de surveillant par les publicités qu'on trouve dans le métro une fois l'année lorsque le concours est ouvert. J'ai décidé suite, alors c'est un événement personnel qui m'a poussé à passer le concours pour pouvoir un peu m'émanciper, si tu veux, avoir un salaire un peu plus haut, etc. Donc j'ai passé le concours en novembre 2017 pour une entrée à l'école nationale de l'administration pénitentiaire, en novembre justement. Donc j'avais passé le concours un peu plus tôt dans l'année évidemment. Moi, j'étais pas du tout au courant en fait de tout ce qu'il y avait à l'intérieur de ce métier-là. Je m'étais pas du tout renseigné en amont. C'est uniquement lorsque j'ai commencé la préparation du concours que je me suis rendu compte du travail que ça pouvait être. Mais pour moi, cet univers était vraiment très éloigné de ma vie quotidienne, quoi. Euh, donc voilà, j'ai passé le concours, je suis entré à l'école en novembre 2017 et voilà à peu près le parcours jusqu'à ce que j'entre en école, quoi. Le concours, il est difficile ou il est assez facile d'accès quelles sont les matières en quelque sorte? Alors j'imagine qu'il y a peut-être, je dis bien peut-être hein, parce que je m'y connais absolument pas, mais est-ce qu'il y a du droit pénal? Quelles sont peut-être de la culture G un petit peu? Qu'est-ce que tu passes comme matière pour avoir le concours? Alors c'est ça, c'est justement, tu as un écrit en fait, ensuite tu as une épreuve de sport et un oral avec un entretien avec les, euh, les différentes personnes avec lesquelles tu vas travailler en vérité dans la hiérarchie pénitentiaire. Mais pour l'écrit, c'est vrai que c'est plus de la culture générale. Je dirais que le concours est vraiment accessible à tous, hein. C'est de la catégorie C. Donc, il me semble que ça va changer en 2024, qu'ils vont passer en catégorie B, comme le métier de policier. Mais moi, en tout cas, à l'époque où je l'ai passé, c'était toujours de la catégorie C du métier de fonctionnaire. Tu travailles pour la fonction publique et on va dire que c'est pas très compliqué d'y entrer, quoi. D'accord, mais je vais te poser une question un petit peu provocatrice, mais qu'est-ce qui fait qu'un jour on se lève un matin et on se dit putain, je rêve de faire gardien de prison? Alors, j'utilise le mot rêver, mais bien entendu, je grossis le trait. Mais qu'est-ce qui fait que, parce qu'il y a tout un tas de métiers qui sont quand même, il faut le dire, beaucoup plus agréables, hein. Alors, tous les métiers en soi sont difficiles, sauf si vraiment on trouve un métier dans lequel on va totalement s'épanouir et que l'on adore car c'est quasiment de l'ordre de la passion. Mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit que peut-être ça pouvait être une bonne idée? Alors moi, comme je te l'ai dit, c'est une décision, enfin c'est un événement personnel dans ma vie qui m'a fait passer le concours afin de pouvoir gagner un peu plus, si tu veux. J'en avais marre d'être smicard et de connaître un peu les risques de pouvoir être viré à tout moment, etc. Donc je cherchais plus la sécurité de l'emploi. Je pense que c'est ce qu'on recherche aussi quand on passe un concours dans la fonction publique, quel qu'il soit. Mais par contre, je te l'accorde, c'est vrai que c'est pas un métier qui fait vraiment rêver. Et d'ailleurs, au moment de l'oral, la hiérarchie donc qui est présente te pose la question de savoir quelles sont réellement tes motivations, puisque c'est vrai que c'est pas un métier qui fait forcément rêver de prime abord. On va dire qu'il y a quand même mieux, quoi, avec beaucoup moins de stress. C'est un métier qui est quand même exercé dans un cadre très anxiogène. Donc c'est vrai que on peut le dire, hein, il y a quand même mieux. Moi personnellement, c'était le fait que j'ai toujours été un petit peu paumé dans mon parcours scolaire. J'ai toujours été passionné d'écriture, de lecture, mais j'ai passé mon bac, on va dire, je me sentais forcé vis-à-vis de mes parents. Et à l'issue de ça, voilà, je suis allé travailler en restauration. J'avais pas vraiment de but dans ma vie et il y a eu cet événement personnel qui m'a fait un peu me mettre, si je puis me permettre l'expression, un coup de pied au cul. Et donc j'ai décidé de passer le concours, mais tu as vraiment ce côté où moi j'avais envie de me sentir utile en fait. Voilà, j'avais envie de me sentir utile dans, dans, dans la société dans laquelle on évolue tous. Et j'ai eu l'impression de pouvoir trouver ma voie là-dedans, même si c'est vrai qu'au moment où tu passes le concours,
tu ignores, on va dire, les trois quarts de ce qui se passe réellement entre les murs, quoi. Ouais, j'imagine que entre les publicités du métro et la réalité, il y a quand même de grandes différences. Mais si c'est pas indiscret, combien c'est payé parce que tu disais que tu l'avais fait aussi parce que ça te permettait de toucher un petit peu plus. Donc, combien tu gagnes par mois en étant gardien de prison? Alors, il me semble qu'à l'école, si je me souviens bien, en entrant à l'école, moi j'ai passé 8 mois donc à l'école en alternant des stages pratiques. Tu gagnes 1300 net à peu près. Et ensuite, quand je suis entré en exercice, donc en affectation, ça varie entre 1005 et ça peut monter très vite entre 2000 et 2200 net si tu veux vraiment trimer et te faire des heures sup, quoi. D'accord. Parce qu'il faut savoir il y a vraiment de quoi faire en fait, hein. Il y a beaucoup d'absentéisme une fois que tu entres en affectation. Tu te rends compte de la réalité. Effectivement, il y a vraiment un fossé qui sépare les publicités qui enjolivent un petit peu le métier à la télé, forcément pour recruter, ou les affichages dans le métro. Il y a vraiment un fossé qui sépare ça de la réalité. Et bah, quand tu es affecté, je pense qu'on en parlera un petit peu après, mais tu as un taux d'absentéisme qui est assez effarant, donc tu peux très vite monter en gamme, on va dire, en termes de salaire, quoi. Est-ce que justement, il n'y a pas quand même une logique de corruption dans le métier, c'est-à-dire des agents qui se font graisser la patte par des proches de certains prisonniers afin de faire passer, je sais pas, des téléphones, de la dope, des choses comme ça, où vraiment il y a une grande intégrité dans le métier. Si bien sûr tu peux en parler là encore parce que c'est une question quand même assez sensible. Oui, oui, alors je pense que ça fait quand même partie des points très négatifs du métier, mais c'est vrai il y a quand même un aspect de corruption qu'il faut prendre en compte. Il me semble qu'il t'interroge même au moment de l'oral, hein, pour essayer de savoir avec un psychologue si tu es plus ou moins faible d'esprit ou si tu peux si tu peux entrer en tentation, si je peux me permettre l'expression. Mais c'est vrai que moi, quand j'étais en service, alors j'ai travaillé, je crois, 3 ans et demi ou 4 ans à peu près là-bas, avant de démissionner. Et il y a eu, je crois, 2 ou 3 cas de corruption. Alors j'ai travaillé au parloir, moi, et en équipe d'intervention. Et en équipe d'intervention, on avait eu ce cas où, puisqu'on est très proche de la hiérarchie, on est en contact avec eux, avec la direction même directement de l'établissement pénitentiaire. On nous avait même demandé, si tu veux, de surveiller en toute discrétion un collègue qui s'affairait justement avec des détenus, quoi. Mais pour répondre plus précisément à ta question, on va dire qu'il y a 2 cas. Il y a le cas où tu peux avoir la famille au parloir qui va justement te graisser la patte pour essayer de comment dire, de passer par toi pour avoir des avantages ou pour faire passer de la drogue ou etc. Et il y a l'autre cas où ça peut se passer directement en coursive au contact des détenus qui vont essayer de te proposer, on va dire, moyennant finance, des avantages, quoi. Voilà. Ouais, donc oui, ouais, c'est quand même arrivé. Alors, c'est quoi la journée type d'un gardien de prison? Alors, c'est pas gardien de prison, désolé, j'emploie pas le terme exact. Il me semble que c'est surveillant pénitentiaire, c'est ça, si je me trompe pas? C'est ça, ouais, c'est pénitentiaire précisément, mais Pénitentiaire, d'accord, très bien. gardien de prison, ça marche aussi, hein. Oui, bon, on va dire gardien de prison par souci de simplification. Euh, donc, en gros, c'est quoi la journée type d'un gardien de prison? Alors ça dépend où est-ce que tu es affecté. On va dire que quand tu es affecté, tes premiers mois d'affectation, avant de pouvoir demander à être dans une brigade de parloir, par exemple, tu vas être en coursive, donc travailler directement ce qu'on appelle à l'étage, au contact. Il n'y a pas plus proche, si tu veux, de la clientèle, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire que c'est toi à 6h45 qui va prendre les clés, ouvrir les portes pour... alors ça, c'est un truc qui m'avait un petit peu surpris lors de mon premier stage, mais c'est toi qui ouvres les portes à 6h45. Pourquoi? Pour tout simplement te rendre compte, si tu veux, que le détenu est toujours en vie. Voilà. Ah, d'accord. Tu fais l'appel, en fait, sur tout l'étage, tu fais l'appel. Tu es affecté à un étage. Si il y a vraiment un taux d'absentéisme incroyable, tu peux être amené à prendre plusieurs étages même en même temps. Donc, voilà, je te laisse deviner un peu le chaos que ça peut être. Il faut quand même être très organisé, hein.
Donc à 6h45, tu ouvres les portes pour l'appel. Ensuite, les détenus vont vaquer à leurs différentes occupations. Évidemment, c'est toi qui vas aussi ouvrir les portes pour les accompagner à ces occupations. Donc ça peut être l'atelier où ils vont confectionner des choses. Donc ça peut être Des colliers de vraiment nouilles. les équipements. Des colliers de nouilles. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Exactement. Ça peut être l'atelier, ça peut être le parloir, la bibliothèque, l'infirmerie, la promenade, j'en passe. Et en fait, si tu veux, toute la journée va être rythmée par des activités. Donc toi, il va falloir que avec ta feuille d'appel, que tu puisses savoir à chaque moment de la journée où est-ce que chaque détenu est. Donc, est-ce que des fois, tu as eu des mauvaises surprises de prisonniers qui se sont ôtés la vie ou pendant ton service, t'es jamais tombé sur ça? Je suis tombé sur ça, mais c'était en équipe d'intervention, c'était pas à l'ouverture de porte. Donc on a un prisonnier qui s'est effectivement qui a enroulé la corde autour du cou, quoi. Donc on nous a appelé. En fait, si tu veux, quand on est en équipe d'intervention, toi tu es dans ton bureau où tu peux te balader un petit peu dans la prison pour aider les collègues, et tu as une alarme sur le Motorola que tu portes à la ceinture. Si tu veux, c'est un espèce de talkie-walkie. Donc à tout moment, le surveillant qui est à l'étage peut appuyer sur le petit bouton rouge qui est sur le Motorola pour activer l'alarme. Et donc nous, on est directement appelé à aller intervenir. Donc tu sais, ça fait un peu comme les pompiers, comme les pompiers dès qu'ils ont un feu, qui se préparent et qui partent directement. D'ailleurs, il peut y avoir des feux de cellules aussi en prison. Ça, j'en ai eu énormément. C'est quelque chose qui se passe beaucoup dans l'établissement. Mais du coup, oui, on nous a appelés à ce moment-là. On a couru vers la cellule, et puis le type était vraiment au bout de la corde. Alors, il est pas décédé, mais c'est vrai qu'il avait des petites séquelles ensuite. Donc, c'était un peu difficile aussi à gérer parce qu'il parlait pas forcément français. Donc, c'est encore un autre problème en prison, mais c'est le contact avec les prisonniers qui peuvent être parfois un petit peu rudimentaires, quoi. Est-ce que tu as eu des contacts, bon j'imagine que tu as forcément eu des contacts très négatifs avec certains prisonniers, je pense que tu auras l'occasion de revenir sur ça un petit peu plus loin, de raconter quelques anecdotes, mais est-ce que c'est Ouais, arrivé qu'à ouais. l'inverse, tu sois tombé sur des prisonniers très respectueux, qui pourtant étaient là peut-être pour des crimes très violents, mais qui étaient vraiment dans une logique eh bien de mettre le moins possible le bordel dans la prison et de suivre les règles. Non, est-ce que tu as vu ça ou vraiment dans la très très grande majorité des cas, c'était surtout de l'hostilité pure et dure? Alors oui, effectivement, t'as beaucoup de. Enfin, je pense qu'on a peut-être une image différente vue de l'extérieur, mais à l'intérieur, tu peux être surpris quand même de beaucoup de détenus effectivement qui sont finalement très sympathiques et qui veulent simplement, tu vois, faire leur peine, et il n'y a pas vraiment de souci avec les surveillants, quoi. Ça, c'est clair qu'il y a quand même une majorité de personnes qui sont juste là pour purger leur peine et qui savent pourquoi elles sont là, tu vois. Et est-ce qu'il y a cette notion d'hierarchie entre les prisonniers, c'est-à-dire qu'en fonction du crime ou du délit qui a été commis, il y a du respect ou au contraire une grande hostilité envers certains prisonniers? Est-ce qu'il y en a qui sont plus respectés que d'autres? Je sais que j'ai un membre de ma famille qui a réalisé un mémoire d'études sur les prisons et qui était allé interviewer si on peut parler d'interview, bien entendu, des prisonniers Ouais, ouais. à Montpellier. Et il y avait, en tout cas à l'époque, on parle plutôt des années 80-90, il y avait cette notion d'hierarchie qui était très présente. Alors, pour revenir sur son mémoire, dans mes souvenirs, par exemple, tout ce qui était braqueur, c'était un petit peu les plus respectés de la prison. Forcément, ceux qui ont commis des V, je pense que tout le monde a compris de quoi je veux parler. On ne peut pas Oui, prononcer oui. le mot sur YouTube, mais ceux qui ont commis des V, notamment sur des enfants, forcément, étaient considérés comme les pires de tous et ils passaient vraiment des sales quarts d'heure en prison. Donc, est-ce que toi, tu as vu cette, on pourrait dire, sociologie de la prison ou pas du tout? Oui, oui, complètement. Bah, le mémoire de ta connaissance a été bien réalisé du coup, hein, parce que c'est exactement ce qui se passe en prison, hein. Les personnes qui ont donc accompli les V, comme tu le dis, ce sont ceux qui ont
qui passent effectivement un sale quart d'heure en prison. Après, on essaie de les, enfin, la hiérarchie essaie, une fois qu'ils arrivent au quartier arrivant, donc à partir du crime qu'ils ont commis, si tu veux, ils sont observés pour voir un petit peu leur profil. Et ensuite, ils arrivent en bâtiment, en bâtiment d'affectation. Là, par contre, ils sont regroupés, si tu veux, en fait, par groupe. Par exemple, ceux qui ont accompli ces crimes, donc les fameux V, sont généralement mis ensemble, tu vois. Alors, il y a une question Exactement. qu'il convient de te poser, c'est qu'aujourd'hui en France, il y a beaucoup de Français qui ont tendance à penser que la prison, c'est un peu une sorte de club med. Il y a un peu cette idée qui est véhiculée dans la société française. Est-ce que c'est une réalité? C'est-à-dire, est-ce que les prisons françaises... Alors, j'imagine que ça dépend bien entendu de la prison. Il y a tout un tas de facteurs qui doivent rentrer en compte. Donc, toi, tu vas nous parler forcément de celle dans laquelle tu as évolué, mais est-ce que vraiment c'est aussi simple que ce que l'on dit? Alors, parce que moi, j'ai entendu tout et son contraire sur la prison. C'est-à-dire que d'un côté, on a des gens qui vont vous dire que c'est le club med, que limite, ils voient ça comme des vacances, et l'autre qui vont dire que c'est l'horreur, que ça crie tout le temps, qu'on est tout le temps sur ses gardes, que les mecs sont stressés perpétuellement, ils mangent mal, etc. Donc, quelle est la réalité en fait? Est-ce que c'est un club med ou est-ce que c'est plutôt l'enfer sur Terre? Alors, je dirais, ben voilà, en fait, tu as un peu répondu à la question. Hein, ça dépend de la prison où tu vas être affecté. En l'occurrence, bon, moi, j'ai un peu choisi la facilité en sortant d'école avec les stages que j'ai faits. Donc, j'étais à Villepinte dans le 93 pour mon premier stage. Donc, le stage qui te permet de découvrir un petit peu ce que c'est la vie entre les murs. Et mon second stage a été fait au centre pénitentiaire de Meaux dans le 77. Et en fait, à l'issue des deux expériences, je me suis dit que j'allais choisir quelque chose de plus peut-être de plus posé parce que j'avais pas envie de me vraiment tu vois de me ronger les sangs à longueur de temps. Donc j'ai choisi le centre pénitentiaire de Paris La Santé. Donc ça dépend vraiment de l'établissement dans lequel tu vas évoluer. Des trois expériences que j'ai, donc Villepinte, la première prison que j'ai faite, ça a été quand même assez difficile. Hein. C'est dans un secteur particulier, donc dans le 93. C'est quand même, on va dire que c'est situé pour vraiment que ce soit dur, quoi. Le public va être beaucoup plus violent, par exemple, que celui qu'on recevait à la santé, même si j'ai beaucoup d'anecdotes d'interventions qui sont passées à la santé, ça n'a rien à voir avec ce qui se passait à Villepinte, tu vois. Ça dépend vraiment de la prison dans laquelle tu vas être. Après, moi, je vais pas vraiment être objectif. Ça fait partie d'une des raisons pour lesquelles je suis parti, c'est que en fait, je trouve que c'est beaucoup trop laxiste en fait. Ça en vient au point où toi-même, dans ta mission de surveillant, c'est comme si la hiérarchie te mettait des bâtons dans les roues en fait, et que tu ne pouvais pas accomplir ta mission qui est de maintenir la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire. Tu vois, c'est très compliqué. Donc, à répondre à la question, est-ce qu'il s'agit plus de l'enfer ou du Club Med? Ça va vraiment dépendre de l'établissement, mais c'est vrai que moi, je trouve qu'en France, on est quand même très gentil, quoi. C'est Tu raconteras d'autres anecdotes après, mais est-ce que le fait de bien sûr. quotidiennement être avec des gens comme ça, malsains, c'est-à-dire que là, on n'est pas avec des gens lambda, on est quand même avec une population bien précise. On est avec des individus qui sont animés clairement par le mal. Et est-ce qu'au bout d'un moment, le fait d'être toujours avec des gens comme ça doit avoir quand même un impact sur notre psyché. On ne peut pas arriver au boulot, se dire ah trop bien, je vais croiser des tueurs, des mecs qui ont fait des V, etc. Et comme si de rien n'était, non? Comment on gère ça, ce rapport avec le fait que tous les jours on entretient des relations. Alors c'est pas des relations approfondies, mais même si je sais que certaines gardiennes des fois font des trucs un peu, enfin j'ai entendu des histoires de certaines gardiennes qui faisaient Ah des oui, choses un peu étranges avec des prisonniers. Bon, bref, ça c'est un autre sujet ah le doc, si tu savais. Ah ouais, oh là, putain, ah ouais, c'est terrible. Ouais, il y a quand même de sacrées folies quand même du côté des surveillants aussi. Alors je veux pas cracher
je veux pas cracher dans mon camp, hein, mais Non, c'est mais quand faut même, être lucide, faut être lucide. voilà, S'il y a, c'est ça, tout à il fait. faut être dans la mesure. S'il y a des irrégularités du côté des gardiens, il faut savoir le dire aussi. Oui, est-ce que, petite question un peu triviale, est-ce qu'il y a plus de gars qui tombent pour corruption, de gardiens qui tombent pour corruption, ou est-ce qu'il y a plus de gardiennes qui, eh bien, décident de dépasser un petit peu leur rôle de simple gardienne? C'est kiff-kiff ou... Alors, je dirais que je vais pas être très objectif parce que j'ai vu un petit peu les deux, mais si tu veux, c'est vrai que j'ai plus vu de gardiens dans la maigre proportion que j'ai eue, hein, parce que Oui, ça n'arrive pas non plus tous les 4 matins, mais par exemple, cette fois-là où on nous avait dit de surveiller un collègue, pour le coup, oui, c'est plus des hommes, en tout cas, que j'ai vu faire ça, que de femmes, mais les femmes, c'est encore une psychologie différente parce qu'il y a vraiment l'aspect, tu sais, un peu, j'ai l'impression en tout cas, hein, à partir des faits qui se sont déroulés et que j'ai vus, c'est vrai que t'as un petit peu ce côté attirance peut-être pour le danger ou je sais pas, il faudrait peut-être se pencher sur la psychologie de ces cas-là, mais pour le coup, je pense qu'il y a peut-être plus d'hommes. as-tu une autre anecdote à nous raconter par rapport à ta profession? Donc on était de nuit et donc on fait une des rondes de nuit à ce moment-là. Et au cours de la journée, on avait fait une fouille dans le secteur, à l'étage, et on avait trouvé beaucoup tu sais, de sachets de mayonnaise, tu vois, sur le bureau, quoi, tout simplement de la cellule. Je sais pas si tu vois un petit peu où je veux en venir, mais au moment de la ronde de nuit, on entend un petit peu des bruits plutôt suggestifs. Et on regarde donc à l'œilleton, tu sais, tu as un œilleton que tu peux soulever pour voir si la personne à l'intérieur ne se met pas en danger. Et bon, bah, là, autant te dire que pour le coup, les deux détenus à l'intérieur n'étaient pas du tout en danger, hein, même tout l'inverse. On a très vite compris en fait à quoi servait à quoi servait la montagne de sauce mayonnaise sur le bureau. Voilà, D'accord, je d'accord. te laisse deviner un peu à quoi ça pouvait servir, quoi. Mais Putain. bon, c'est terrible. Hein. Je sais que c'est peut-être pas très drôle, Ah non, c'est mais le peut-être pas quelque chose de sujet, très drôle, mais de toute façon, le sujet est clairement annoncé, hein. Quand, je pense que les barons de la communauté avaient compris que, en interviewant un ancien gardien de prison, on n'allait pas être dans le pays de Candy, hein, que ça allait être un peu chaud, forcément. Je voulais te poser une autre question. Bon, c'est celle-là, elle est de moi. Est-ce que tu as croisé ou est-ce qu'il y a eu des VIP? Alors, je ne sais pas si c'est le terme qui est employé quand il y a des gens qui ont une ouais, petite c'est ça. Ouais. notoriété et qui arrivent en prison. Est-ce que ça t'est arrivé et comment ça se passe quand eh bien, une personne connue, alors je ne parle pas forcément de grandes personnalités, c'est-à-dire que ça peut être même des rappeurs, etc. Comment c'est géré ça à l'intérieur de la prison et est-ce que tu as vu certains VIP passer? Alors, je me suis même occupé avec mon équipe de Balkany quand il était incarcéré à la santé. Donc, je peux te dire que c'est quelqu'un de très, je sais pas comment on va prendre ça, mais c'est quelqu'un de très sympathique. Hein. Franchement, il y a eu évidemment aucun problème avec lui au vu de son âge et de sa position. Après, on en pense ce qu'on veut. Nous, quand on est surveillant, si tu veux, notre rôle, c'est de ne pas avoir forcément de biais, que ce soit politique ou autre. Donc, on essaie de traiter chacun de manière impartiale. Mais c'est vrai que lui était particulièrement sympathique. Voilà, on l'accompagnait en fait pendant les mouvements de parloir, notamment. On était tout le temps réquisitionné pardon, à ce moment-là. Et il y avait sa femme qui est très drôle aussi, qui venait tout le temps le visiter. Donc voilà, on avait droit à des conversations parfois un peu lunaires. Mais donc oui, il y a eu Balkany, il y a eu le rappeur aussi, je sais pas si tu connais MHD, Oui, donc qui était là aussi. Alors lui avait fait pour le coup quelque chose de très grave. Mais je crois que c'est à peu près tout. Peut-être que récemment, alors mes collègues, il me semble qu'ils ont reçu, comment il s'appelle celui-là? C'est un autre rappeur aussi. Je saurais plus te dire le nom, mais c'est un autre rappeur qui a été incarcéré et je crois que c'était pour une affaire de stup ou quelque chose comme ça, donc qui a été libéré ensuite, pas très longtemps après.
Mais MHD, pour le coup, quand tu lui parlais, il avait plutôt l'air d'être très fier. Enfin, pas d'être très fier, je vais pas émettre de jugement, mais il avait pas l'air forcément de montrer de gros remords. Il avait l'air plutôt dans son élément à ce moment-là, quoi. C'était pas. Voilà, il n'y avait pas grande culpabilité, en tout cas sur son visage, quand on l'accompagnait au parloir. Voilà. Est-ce que tu t'es fait Ouais. attaquer par un prisonnier directement? Alors, pas directement. Moi, j'étais vraiment de ceux qui étaient toujours sur leur garde, même si on a tendance à bien parler avec eux. C'est pas toujours. Il faut pas comprendre que c'est toujours l'anarchie et que c'est toujours. On n'est pas dans une série télé, quoi. On essaie quand même d'instaurer un dialogue avec eux pour essayer toujours de désamorcer la situation. Je pense que c'est souvent le cas des forces de l'ordre en plus, hein, avant que ça dégénère. Mais non, je me suis jamais fait personnellement attaquer. Après, il y avait toujours ces situations délicates, notamment au moment des fouilles. Ouais. Au retour de promenade, tu avais le chef qui te donnait une liste des noms des personnes détenues à fouiller, puisqu'ils auraient reçu, donc depuis la cour de promenade, des jets De paquet, oui. nous on appelait ça voilà, on appelait ça les colis. Donc tu peux avoir à l'intérieur des téléphones portables, le plus souvent c'est ce que tu as d'ailleurs avec de la drogue. Mais voilà, un jour il peut arriver le cas où tu vas avoir une lame ou une arme même, pourquoi pas une arme à feu à l'intérieur, donc ça peut être quelque chose de très dangereux. Donc tu avais souvent des gros conflits à ce moment-là, puisque c'est une situation qui peut très vite dégénérer, puisqu'il faut littéralement fouiller la personne, donc lui demander de retirer ses vêtements et de vérifier s'il a rien sur lui, quoi. Donc c'est des situations qui sont vraiment emplies de stress, aussi bien pour lui, pour la personne détenue, que pour toi, quoi. Donc tu avais souvent des interventions dans ces moments-là, parce que tu es tout seul avec le détenu à ce moment-là dans la salle de fouille, quoi. D'accord. Euh, Après, pour revenir sur l'anecdote, il y avait une intervention une fois qui a été un petit peu musclée. Alors, c'est des types qui avaient inondé leurs cellules parce qu'il me semble qu'ils n'étaient pas prêts au moment de sortir pour la promenade. Et bon, quand c'est comme ça, on ne peut pas attendre non plus 106 ans, donc on referme la porte après plusieurs injonctions. Et bon, tu sais, c'est souvent un jeu où ça joue un petit peu avec tes nerfs aussi, hein, donc il joue aussi avec ta patience, donc ça peut être un peu compliqué. Là, à ce moment-là, le surveillant avait fermé la porte. Nous, on a été appelés parce qu'ils ont inondé leurs cellules. Euh, donc, ça avait un petit peu dégénéré dans la cellule. Et moi, j'avais eu une espèce je sais pas, peut-être que j'étais mal luné ce jour-là, mais c'est vrai que j'avais un peu foncé dans la cellule et on m'a dit ensuite que je m'étais bagarré avec un des détenus, mais moi, je n'en avais pas le souvenir en fait, si tu veux. Donc, c'est un Peut-être peu, avec l'adrénaline, etc., t'as c'est réagi ça, par ouais. instinct et tu t'en es pas souvenu après coup, quoi. C'est ça, exactement. Ah, j'ai une anecdote qui est un peu du même acabit, mais bon, ça s'est mieux déroulé par la suite. On était en fouille de cellules donc sur la coursive et à l'opposé de la coursive, on entend des bruits. Donc je vais voir. Il y avait mon lieutenant qui était là sur la coursive. Je regarde à l'œilleton et en fait, les deux types étaient sur le lit et je voyais que ça gigotait en fait. Ils étaient collés, si tu veux, sur le lit et que ça gigotait, mais je comprenais pas ce qui se passait. Donc, j'en ai conclu évidemment que que c'était comme la fois avec la montagne de mayonnaise, si tu veux. Sauf que là, c'était pas du tout le cas en fait. Je vois le type qui est sur le premier détenu à l'intérieur de la cellule et qui a tout le col en sang. Ah, Et ouais, en fait, d'accord. les mecs ils étaient en train de se planter Putain. vraiment à très courte distance. Donc c'est vraiment lunaire à ce moment-là quand tu vois une bagarre avec des petites lames comme ça sur 9 mètres carrés, c'est assez impressionnant. Donc là, j'appelle mon lieutenant qu'il ouvre la porte et qu'on puisse entrer pour séparer les gars. Et au moment où on entre, donc j'ai mon collègue qui était avec moi qui est entré dans la cellule. Moi, je suis resté pour sécuriser la porte et saisir le deuxième détenu qui lui était ensanglanté. Et en fait, tu as le premier détenu qui a juste eu le temps de saisir une assiette et de la jeter sur le crâne du premier détenu, tu vois. D'accord, ok. Donc, tu as vraiment l'assiette qui rebondit sur le crâne et là, donc, le visage ensanglanté. Et en fait, on a vraiment dû lutter pour pas qu'il se saute dessus, quoi. Donc voilà, ensuite on a réussi à les séparer et à les mener à l'infirmerie, évidemment, donc ça c'est quand même bien fini.
Mais tu vois, c'est un tas de situations comme ça, donc qui sont pas forcément très drôles, mais c'est des choses dont tu te souviens ensuite, même des années après, quoi. C'est assez impressionnant, quoi.